Mathieu, bonjour. Bonjour. Donc, depuis que tu es entré dans le monde de la tintinophilie, dans la tintinosphère, tu as déjà écrit Le mystère Tintin et les raisons d'un succès universel. Je dois dire que c'était une entrée en fanfare parce que tu as vraiment réalisé là un ouvrage fondamental, en tout cas pour tous ceux qui s'intéressent à la question du succès de Tintin. Ensuite, ça a été l'année suivante le dictionnaire Tintin. J'imagine que tu avais déjà ça sous le coude parce que ce n'était pas possible de publier ça en moins d'1 an comme tu l'as fait. Et ensuite, les femmes dans le monde de Tintin. Ça aussi, c'était un sujet qui avait été très peu évoqué, donc tu as aussi comblé un vide à ce moment-là. Et là, maintenant, tu reviens, cette année, tu nous surprends avec Brassens et Tintin, deux mondes parallèles. Alors là, je dois dire qu'on s'est tous posé énormément de questions quand on a vu que ce livre allait paraître. On aime Brassens, certains d'entre nous en tout cas. On aime Tintin, je pense qu'on est tous là pour le confirmer. Et Brassens, Tintin, qu'est-ce qui a suscité cette envie chez toi? Oui, ça marche? Oui. Juste Dominique, un petit point, c'est important, c'est pas Hergé et Brassens, surtout pas, c'est pas une biographie qu'on parle. C'était pour te faire réagir. Voilà, donc c'est bien le monde de Tintin, le monde des albums, et le monde des chansons de Brassens. Alors, pour répondre à ta question, évidemment, on part d'un amour commun, d'affinité commune avec les deux mondes, mais on voit tout de suite le reproche qui pourrait m'être adressé, c'est de faire passer des sentiments personnels avant l'œuvre intrinsèque. Là, j'ai tout de suite essayé d'échapper à ce travers. En fait, il y a trois travers un petit peu quand on fait ce genre de littérature ou d'art comparé. D'abord, le subjectivisme, c'est ce qu'on dit là, faire passer son affinité personnelle. Ensuite, un péché qui serait d'artificialité, c'est-à-dire on peut tout comparer. Hein. Effectivement, il y a de bons amis qui sont chargés de me dire oui, mais pourquoi pas Brel et Léo Ferré, ou Gaston Lagaffe Spirou et Léo Ferré, ou Gaston Lagaffe et Brel, ou la Schtroumpfette et Barbara. Hein. Bon, donc ce qu'il fallait bien essayer de montrer, c'est que ça tenait la route en dehors, et qu'on n'aurait pas pu le faire sur n'importe quoi. Hein, c'était ça un petit peu l'autre point fondamental. Et puis le troisième point, c'est d'éviter la gratuité quand on fait ce genre d'exercice. La gratuité, c'est de faire des comparaisons qui n'ont pas grand sens ou grand intérêt. Je pense par exemple, je vous donne un exemple, il se trouve que Brassens et Hergé sont nés le 22. Bon, à part les passionnés de numérologie, moi ça me passionne pas. C'est pas à partir de ça qu'on peut faire un livre sur leur monde commun. Tout à l'heure, tu parlais de Séraphin Lampion, Dominique. Effectivement, on trouve dans Brassens une chanson qui s'appelle Tonton Nestor, qui fait tout de suite penser à Séraphin Lampion. Mais c'est pas à partir de ça, effectivement, on va trouver des ressemblances. Mais mes ressemblances sont beaucoup plus des rapprochements fondamentaux, formels ou de contenu, mais beaucoup plus structurels. Voilà, alors, moi j'adore également Brassens, donc ça m'a permis, grâce à toi, en lisant ton livre, d'avoir envie de réécouter certaines chansons, et notamment de me plonger aussi un petit peu dans ce que Brassens a dit. Et alors j'ai trouvé une phrase de Brassens qui est extraite des entretiens qu'il a eus avec Philippe Nemo en 1979, 79 pour nos amis français, que je t'engage à écouter. C'est moi qui l'envoie? J'ai pas la main. Ma musique, elle doit être inentendue. Elle doit être comme de la musique de film. Quand la musique de film accompagne une image, mais il ne faut pas qu'on l'entende trop. Si on l'entend trop, il faut qu'elle apporte un petit quelque chose, il faut qu'elle donne une espèce d'atmosphère, vous voyez, à l'image qu'on est en train de voir, mais il ne faut pas qu'elle prenne le pas sur l'image qu'on est en train de voir, sinon c'est foutu. Et dans mon cas, il ne faut pas qu'au moyen d'artifices musicaux, par exemple au moyen de cuivre,
au moyen d'une grande orchestration, je détourne l'attention du texte. Il faut que mes chansons aient l'air d'être parlées. Il faut que ceux qui m'entendent croient que je parle, croient que je ne sais pas chanter, croient que je fais des petites musiquettes faciles. Il faut que ce soit comme ça. Voilà, et immédiatement, évidemment, ça m'a fait penser à Hergé quand il parlait de la simplicité de son dessin, qui ne devait en aucun cas distraire l'attention du lecteur du scénario lui-même et du récit lui-même. Oui, c'est vraiment un des premiers points fondamentaux. C'est sur le plan formel, hein, on parlera du fond après, mais sur le plan formel, ce qu'on pourrait appeler un minimalisme qu'on trouve à la fois dans les œuvres de Brassens et dans les albums de Tintin. On pourrait dire que Brassens est un petit peu la ligne claire musicale par rapport à Tintin. Je dirais qu'un tel degré de simplicité ne peut que cacher un travail énorme. Et ça, on le trouve chez les deux auteurs, hein, les crayonnés, les brouillons de Brassens, dans les deux cas, un travail énorme, pour aboutir à ce qui fait illusion de simplicité. Mais c'est pareil si vous faites du sport, un golfeur, par exemple, qui a un geste d'une simplicité, d'une fluidité incroyable, ça lui demande effectivement des heures et des heures et des heures de travail. Et quand on a dit de Brassens que ses accords c'était une rigolade et que tout le monde pouvait... C'est pas vrai, c'est très compliqué. Hein, c'est l'inverse. Et là, il y a vraiment un point commun, je crois, entre les deux. Et Brassens, même sur scène, était cette image-là, puisque c'était la sobriété absolue. Il ne saluait même pas d'un signe de tête. Oui, il ne faisait jamais aucune aparté au public. Voilà. Son tour de chant était une chanson après l'autre. Il se retournait vers son accompagnateur pour boire un verre d'eau et il enchaînait immédiatement. Il ne parlait pas au public. Absolument. Revenons à ton livre. Donc, tu nous as expliqué ce qui a motivé le début de ton travail. Et en fait, quelle est l'idée générale qui sous-tend ton livre? Alors, l'idée évidemment première, c'est que c'est un paradoxe. Hein. La première réaction des gens, d'ailleurs, même les gens qui viennent me voir aux dédicaces qui continueront ce soir à 17h, ils sont surpris. Hein, c'est-à-dire qu'ils se disent, mais quand même, Brassens c'est Tintin, il y en a un qui est anticlérical fanatique et l'autre qui a été plutôt élevé boy scout chrétien et qui écrivait dans un journal catho de droite, voire pire, un qui écrivait dans le Monde libertaire et l'autre dans d'autres journaux, un qui parlait énormément de sexe, et de femmes et qui disait des mots crus. Alors que de l'autre côté, on a un personnage plutôt asexué, même si Haddock profère des jurons, ça n'est jamais ni sexuel ni scatologique, et ainsi de suite. Hein, on a l'impression que tous les opposent. Donc c'est ce paradoxe-là qui m'a intéressé, parce que je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi, et plein de gens autour de moi, et pas seulement des gens de ma génération, aiment les deux, il doit y avoir quelque chose quand même qui les rapproche. Hein. Et c'est là donc où je décortique ça dans mon livre pour arriver à toutes les choses de contenu et de méthode qui peuvent les rapprocher. Donc là j'ai mis la couverture du bouquin de Sfar quand il a fait l'exposition à la Cité de la Musique, Brassens, la liberté, et évidemment je trouve qu'il y a une correspondance avec ces images extraits des bijoux de la Kostachevov. La recherche de la liberté, elle est dans les deux mondes. Oui. Alors, bon, parce que ça, on pourrait presque conclure là-dessus, mais avant, je crois qu'il y a un phénomène qui est très important, qui est la création d'un monde. Hein. C'est Umberto Eco qui disait toujours, pour raconter une histoire, il faut savoir créer un monde. C'est vraiment flagrant, à la fois dans le monde de Brassens et dans le monde de Tintin, la création. Vous avez chez Brassens, à travers 300 chansons, à peu près avec les inédits, un certain nombre de personnages qui reviennent de façon récurrente, ou des types de personnages. La prostituée, la femme un peu vénale qui quitte son amoureux pour aller avec un plus riche, le flic, le curé, les copains. Hein. Et vous avez évidemment, vous le savez mieux que nous, dans Tintin, les 300 et quelques personnages à la Balzac qui reviennent d'un album en album. Hein. Donc ça, c'est vraiment... les chansons de Brassens mises bout à bout font un roman, et puis on a tout dit sur la même chose chez Hergé. Mais alors, au niveau du contenu, plus spécifiquement, je crois qu'on peut là essayer de montrer que, tant au point de vue politique que de la religion, que de la morale, dans ces trois domaines-là,
contrairement à ce qu'on pense, au bout du compte, l'univers de Tintin évolue un petit peu vers plus de... On a dit, il y a eu la réunion des parlementaires tintinophiles qui a fait beaucoup de bruit en 99. On demandait est-ce que Tintin est de droite ou de gauche. En général, les gens répondaient bah, il était de droite au début, puis il évoluait plutôt vers le droit de l'homisme. Et puis, donc les Picaros. Et puis Brassens, c'est quand même un petit peu le contraire. Il écrit dans Le Monde libertaire en 1946, et puis il aboutit au final à un grand scepticisme, Mourir pour des idées, Le boulevard du temps qui passe. Finalement, on peut dire qu'ils se caractérisent tous les deux par un refus de l'engagement, quand même, un refus de tous les dogmatismes. La fameuse phrase qu'on sort toujours de Nietzsche, que citait Hergé, les convictions sont des prisons, peut très très bien être adaptée à Brassens et au monde de Brassens. Ça, c'est au plan politique. C'était Piastel disait Tintin ne veut pas changer le monde, et Brassens disait moi, si je pouvais changer la société, je le ferais, mais j'en suis incapable. C'est un petit peu la même chose. Au plan religieux, là, c'est intéressant parce que je crois que c'est ce qui caractérise le plus Brassens dans l'esprit des gens, c'est l'anticlérical fanatique. Et en réalité, quand on étudie par exemple les noms propres dans l'œuvre de Brassens, on s'aperçoit que le nom propre le plus cité à travers l'œuvre, c'est Dieu. C'est Dieu. Et Brassens était obsédé, pas forcément par l'existence de Dieu, mais au moins par le problème de l'au-delà, de la transcendance et de la mort. Et à travers ces chansons, ce thème-là est beaucoup plus présent que dans Tintin. N'en déplaise à ceux qui ont écrit des bouquins pour dire que la religion était partout dans Tintin. Je ne suis pas du tout d'accord. On ne voit pas d'église dans Tintin. On voit une mosquée, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de prêtre. Il y a un père blanc dans le Congo et il y a un pasteur dans les cigares du Pharaon. On ne peut pas dire qu'on ne les voit jamais en train de prier, sauf sous le mode de la dérision, quand Haddock dit « Monsieur, veuillez vous découvrir au Dupont, d'après vos calculs, on devrait se trouver la basilique Saint-Pierre de Rome. » Donc il faut voir que Brassens était, Brassens était imbibé d'éducation chrétienne, il lisait les évangiles, il les connaissait par cœur, et à aucun moment, alors je ne dis pas qu'il était un béni-oui, c'est pas ça du tout, mais cette préoccupation-là, elle est réelle et elle imbibe même ses valeurs, je crois, tout autant que ce qu'on a pu dire d'Hergé. Et tous les deux d'ailleurs se disent, ils ont dit chaque chose et son contraire sur la religion. Ils se disent finalement agnostiques tous les deux, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop. Brassens a dit aussi des choses étonnantes. Hergé a dit carrément plusieurs fois qu'il était complètement incroyant. Mais bon, en tout cas, ça ne prospère pas dans son œuvre. Et puis le troisième, après la politique et la religion, ça c'est très important, c'est sur le plan moral et je dirais sociétal. Je l'ai décliné dans mon livre précédent sur les femmes dans Tintin, où je montrais que finalement ça n'était pas tellement les femmes qui étaient rares dans Tintin, mais la famille traditionnelle, puisqu'en réalité, comme famille au sens couple avec des enfants, il n'y a que la famille Lampion, et puis le couple Wang avec Titi. Et encore, la famille Lampion, elle n'est pas à son avantage. Et les enfants dans Tintin, il y en a sur les doigts de la main. Encore si on compte Chang et Zorino, qui sont plutôt des ados. Et la représentation de l'enfant la plus développée, c'est un garnement terrible qui est Abdallah. Personne n'en voudrait comme enfant. Donc si vous voulez, certes, Brassens non plus, il est certain, la non-demande en mariage, il ne souhaitait pas fonder de couple, se marier, avoir une vie traditionnelle. Mais Tintin, comme je dis toujours, qu'est-ce que c'est? C'est quand même un gars qui vit en colocation avec ses potes, à Moulinsart, avec un alcoolique, un savant sourdingue, un fox terrier un petit peu casanier, et un chassier-moi, et un domestique. Donc dans les deux cas, là je trouve qu'on se retrouve au niveau de la... Contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer d'Hergé, le monde qui décrit, d'ailleurs les gens de Cœur Vaillant s'en sont bien plaints puisqu'ils ont imposé Joseph, c'est pas la famille bourgeoise traditionnelle, et il n'est pas si éloigné que ça de Brassens à ce niveau-là. Je crois que la suite, on aura le plaisir. Juste parce qu'on avait parlé de la liberté, oui. Je crois que ce qu'il est défini peut-être finalement, vous savez que Tintin, je crois que vraiment ce qui peut le définir, c'est l'indétermination. Ça on l'a beaucoup dit.
pas de parents, pas d'enfants, pas de problème matériel, pas de problème financier, plus de métier. Bon, il est totalement libre. Hein. Sa seule contrainte, à la limite, ça serait Milou et ses copains, mais bon. Et la liberté, voilà, c'était la valeur quand même fondamentale. Brassens, on l'a qualifié de libertaire, on l'a qualifié de libéral-libertaire, mais je crois que de ce point de vue-là, alors, le mot de la fin, ça serait quoi? Ça serait que les deux, je crois, peuvent être définis par l'humanisme. Hein. Brassens, il n'arrêtait pas de défendre les gens de basse condition, la valeur qu'on pouvait trouver chez les voyous, chez les bandits, chez les prostituées, chez tout le monde, et qui mettait même au-dessus hein, des gens bien, hein, des gens bien intentionnés. Bon, c'est ce que fait un petit peu Tintin. Et en étant un petit peu provocateur, je dirais que malgré tout, cet humanisme-là, il est quand même, si j'analyse dans mon livre toutes les valeurs qui sont privilégiées par Brassens et un petit peu par Tintin, c'est quand même des valeurs d'inspiration très largement chrétiennes. Très bien, merci beaucoup Renaud. Un nouveau livre en préparation peut-être? Ah oui, mais que je ne dévoilerai pas. Même sous la torture? Même sous la torture. Très bien. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Je souhaiterais poser une petite question. Vous avez dit que Tintin n'a pas de contraintes financières. Mais quels sont ses revenus? De quoi vit-il? Mais il n'a tellement pas de contraintes financières que même sans revenu, il n'en a pas. C'est la liberté totale. Même sans revenu, il a épuisé le trésor d'un câble rouge, il a épuisé les cadeaux de l'Inca, il n'a plus de travail de reporter, et malgré tout, il n'a plus de contraintes financières. Il est totalement électron-libre. Il vit aux crochettes. Non. Il a... Attendez, quand vous avez vu le nombre de joyaux qu'il a ramenés du Pérou, il a de quoi vivre pour plusieurs générations. Hein. Donc la question ne se pose pas. Elle se pose d'autant moins de mon point de vue que les albums sont loin de nous raconter toute la vie de Tintin. Il se passe plein de choses entre les albums qu'Hergé ne nous a pas montré parce que ça n'a aucun intérêt pour nous. Et donc, sans doute, y a-t-il un compte en banque Tintin, mais on s'en fout. D'autres questions? Non? Eh bien voilà, écoute, je pense qu'on n'a même pas eu besoin de Séraphin Lampion pour nous donner le signal. Un grand merci.